thématique puisqu'on va beaucoup parler d'aménagement intérieur. Comme le disait, Clotilde, nous avons publié, en 2022, assez récemment finalement, un ouvrage consacré au merchandising, en bibliothèque, sur lequel je vais me baser, pour la présentation que je vais vous proposer. Donc ouvrage qui s'intitule «Le merchandising en bibliothèque» et qui est sous-titré «50 fiches thématiques pour rendre votre bibliothèque plus inspirante». Donc voilà pour les présentations. Quel va être, notre programme? D'abord, je vais commencer en vous donnant, des définitions ou des explications au sujet de ce terme, merchandising, qui peut sembler, étonnant, bizarre, peut-être barbare. En tout cas, c'est pas un terme familier dans le monde des bibliothèques, donc je voudrais le définir. Et puis vous avez vu, j'ai utilisé un autre terme, à l'instant qui apparaît dans le sous-titre, du livre. Qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque inspirante? Qu'est-ce que ça veut dire inspirant? J'aimerais commencer en répondant, à ces 2 questions. Une fois que ces bases seront posées, je vais vous proposer un bref panorama, des techniques de merchandising qui sont pertinentes en bibliothèque. Alors, le temps est assez, contraint, et limité et je me limiterai à 3 grands ensembles de techniques ou de stratégies. Ça nous permettra de donner, voilà, une forme un petit peu plus concrète à ce que je vous aurais dit en introduction. Et puis je terminerai par un temps de conclusion au cours duquel je reviendrai sur ce terme, merchandising. Je vous expliquerai, pourquoi, je le trouve intéressant et on reviendra peut-être sur ses limites, aussi. Et puis on aura ensemble un petit temps de discussion, de questions-réponses. Donc voilà notre programme. Je commence avec ces 2 premières questions. Qu'est-ce que ça veut dire inspirant? Qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque inspirante? Et qu'est-ce que c'est que le merchandising? Pour répondre à cette question, à ces 2 questions, il me semble intéressant de partir, pour commencer, d'un paradoxe. C'est ce que j'ai appelé, sur cette image, le paradoxe du choix. En quoi ça consiste? Eh bien souvent, l'un des premiers sujets, de fierté, de satisfaction pour les bibliothécaires, c'est la richesse, l'ampleur, le volume de leur collection. Et les bibliothécaires ont raison. Proposer beaucoup de documents, beaucoup de ressources, beaucoup de livres, de CD, de DVD, de ressources numériques à notre public, c'est évidemment, une richesse et ça veut dire que votre offre est qualitative. On est d'accord. Mais il se trouve que, paradoxalement, pour vos usagers, pour votre public, cette richesse, cette ampleur, cette quantité, elle peut être intimidante, inhibante ou gênante. Il peut y avoir un effet mur de livre, pour votre public. Ça, c'est une expression que les bibliothécaires emploient parfois et qui est illustrée d'une certaine manière sur cette image. Donc la richesse de vos collections, elle est intéressante pour le public, mais elle peut être comme paralysante et gênante pour les usagers qui vont avoir du mal à trouver des documents qui les intéressent dans une telle variété, dans une telle ampleur de collection. Alors, ce problème, on pourrait estimer qu'il est pas si gênant que ça pour les usagers qui cherchent un titre précis, un auteur précis, pour les usagers qui ont fait une recherche dans le catalogue et qui disposent d'une cote. Ces usagers-là, ils vont pouvoir se rendre, dans vos rayonnages et trouver les documents qui les intéressent à la cote adéquate. Mais il se trouve que, et là je vais parler plutôt des bibliothèques municipales grand public, il se trouve que dans les bibliothèques publiques, la majorité des usagers ne viennent pas, pour emprunter un livre en ayant un document précis en tête. En fait, on sait que seuls 30 des usagers viennent en bibliothèque en cherchant une référence précise qu'ils vont chercher dans le catalogue, qu'ils vont demander au bibliothécaire et cetera. À l'inverse, la très grande majorité du public, 70 va venir à la bibliothèque pour rendre des livres et puis pour explorer les collections en espérant faire une trouvaille ou simplement parce que c'est un rituel, c'est une habitude, parce qu'on a envie de trouver quelque chose à lire ou à voir, mais sans avoir un document, une référence précise en tête. Ces usagers-là, forcément, ils ne vont pas pouvoir utiliser votre catalogue parce qu'ils n'ont pas d'idée claire en tête. Ils ne vont pas pouvoir chercher une cote ou chercher un livre précis, dans vos rayons. Ces usagers-là, ils vont avoir besoin d'aide. Ils vont avoir besoin de médiation. Qu'est-ce que j'entends par médiation et qu'est-ce qu'on entend en général par médiation en matière de collection? Eh bien, on va imaginer un bibliothécaire, par exemple, qui donne des conseils, des recommandations verbales à un usager, qui va échanger avec lui, comprendre ses besoins et l'orienter vers un segment de collection ou vers un ouvrage. Dans cette rubrique médiation, on peut inscrire aussi, des productions écrites, comme des bibliographies, par exemple. C'est la même chose, mais plutôt que d'être
à l'oral, ça va être à l'écrit. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que derrière ce terme médiation, on suppose toujours quelque chose de verbal, oral ou écrit, et une relation entre un bibliothécaire et un usager, une relation de médiation. Il se trouve qu'à l'étranger, j'en arrive à ce terme d'inspiration que je trouve intéressant, à l'étranger, et notamment chez les Scandinaves, chez les Néerlandais, chez les anglophones aussi, les bibliothécaires utilisent parfois un autre terme que médiation pour désigner une fonction assez proche. Nos collègues étrangers estiment et disent que la bibliothèque a un rôle d'inspiration et que le bibliothécaire est là pour inspirer. Alors, au-delà de la différence de terminologie, qu'est-ce qui est intéressant dans ce terme de médiation? C'est qu'il recouvre quelque chose d'un petit peu différent du terme médiation. Comme je vous l'ai dit, qui dit médiation dit relation entre deux individus, un bibliothécaire qui va donner des conseils à un usager. Le terme d'inspiration, il est plus large parce qu'il peut s'appliquer à des espaces. On peut parler d'un lieu inspirant, d'un lieu qui inspire. Et c'est ça qui va nous intéresser dans la suite de la présentation, puisque qu'est-ce que c'est qu'un lieu inspirant? Qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque inspirante? Qu'est-ce que c'est qu'un espace d'inspiration? Eh bien, c'est un lieu qui va aider vos usagers à surmonter cet effet mur de livres, cette difficulté à trouver les documents, qui les intéressent, mais sans avoir à s'adresser à un bibliothécaire, sans avoir à utiliser un outil tel qu'une bibliographie, mais en naviguant à travers les espaces, en se fiant à la mise en espace des collections, au mobilier, au zonage des espaces, bref, à tout un ensemble de choses qui sont intuitives. Donc, ce qu'on va voir ensemble dans ma présentation, c'est quels sont les outils, les stratégies, les méthodes, les techniques qui permettent de rendre une bibliothèque inspirante et tout simplement quelles sont les techniques qui vous permettent de remplir votre rôle de médiateur, mais sans être physiquement présent, mais en vous appuyant sur les espaces et le mobilier. Alors une petite précision, ça ne veut pas dire que les bibliothécaires, disparaissent ou qu'ils sont zappés, hein, évidemment, c'est toujours intéressant pour un usager d'avoir en fait les 2 options, de pouvoir se débrouiller lui-même dans vos espaces en toute autonomie et puis de pouvoir s'adresser aussi à un usager. Mais le focus, de ma présentation, il va être sur les espaces et pas sur la médiation, proposée par les bibliothécaires en tant qu'individus. Alors, comment rendre une bibliothèque plus inspirante, plus intuitive, plus facile, à explorer? Comment permettre, d'éveiller la curiosité, l'envie, à travers le mobilier et l'espace? Eh bien, il se trouve qu'en bibliothèque, hem, on est assez peu outillé pour répondre, à ce type de questions. J'ai cité sur cette, slide, Cécile Rabot, une sociologue qui a écrit, en 2013 un article dans le BBF. Je trouve le titre, intéressant. Elle avait intitulé cet article «L'art du présentoir». Et dans cet article, elle expliquait que l'usage des présentoirs, comme la mise en espace des collections, sont des questions, pour ainsi dire, absentes de la littérature professionnelle. Évidemment, tous les bibliothécaires, la plupart des bibliothécaires mettent en place des tables de présentation, par exemple, mais c'est souvent fait de façon intuitive, parfois même peu formalisée, parfois même un petit peu improvisée au sein de la bibliothèque, alors que c'est, on va le voir, l'un des dispositifs, par excellence qui permet de rendre la bibliothèque plus inspirante. Et ce vide dans la littérature professionnelle, eh ben, l'idée de l'ouvrage que j'ai évoqué il y a quelques instants, qui a été édité par Clotilde, c'était précisément de le combler et d'outiller toutes ces pratiques-là, et de formaliser un petit peu toutes ces pratiques de valorisation, de mise en avant, de collection à travers l'espace. Alors en tout cas, là où on en est dans ma présentation, il y a un vide à combler. Étant donné que ces techniques-là, elles sont pratiquées de façon intuitive en bibliothèque, moi, le parti pris que j'ai adopté dans l'ouvrage que j'ai rédigé pour les éditions Clog, c'était d'aller voir ailleurs, dans d'autres univers professionnels, si on n'aurait pas des bonnes pratiques appliquées et à transposer dans nos bibliothèques publiques. Et il se trouve qu'il y a un univers où cette question de l'inspiration à travers les espaces se pose aussi, c'est l'univers commercial, c'est le monde du commerce. Heu, un magasin, que ce soit, une boutique, une grande surface, un grand magasin ou bien une grande surface culturelle ou une librairie, pour citer, des lieux un petit peu plus proches de notre, cœur de métier. Ce sont aussi, comme les bibliothèques publiques, des espaces en libre accès, en libre service, où cette fois, ce ne sont pas des usagers, mais des clients qui vont naviguer, dans le lieu à la recherche de produits qui vont les intéresser. Et il se trouve que dans le monde du commerce, les commerçants, ont
une discipline, on peut vraiment employer ce terme, qui regroupe tout un ensemble de stratégies, de techniques, parfois de simples trucs, qui permettent de rendre le point de vente plus inspirant. C'est ce qu'on appelle le merchandising. Je vous en propose ici une définition. Le merchandising, on pourrait dire que c'est un ensemble de techniques d'aménagement, donc ça s'applique vraiment aux espaces physiques, hein, qui sont employés dans le monde du commerce et qui permettent, qui facilitent ou qui incitent les clients à faire des choix. Donc ces techniques, d'une certaine manière, c'est exactement ce dont on a besoin, nous, bibliothécaires, pour, rendre nos bibliothèques, inspirantes. Avant de passer au concret et de vous présenter un certain nombre de ces techniques, je vous présente ici, une citation, d'un monsieur qui s'appelle Paco Underhill, qui est une personne très importante dans cette discipline, dans ce champ qu'est le merchandising. En fait, il en est presque le fondateur, moderne. À la base, Paco Underhill, il ne travaillait pas du tout dans le monde du commerce. Dans les années 70, il était psychologue et ethnologue et son boulot consistait à étudier notamment les rues de New York et il faisait un travail d'ethnologue. Il filmait les gens, il interviewait les gens, il faisait des cartographies pour comprendre comment les gens circulent, naviguent dans l'espace, se comportent, tout ça afin d'améliorer, l'urbanisme. Et puis, il se trouve qu'un jour, il discute de son travail avec un ami qui est commerçant, qui lui dit: «Mais ce serait très intéressant si tu faisais la même chose dans ma boutique. Je ne peux pas te prêter au jeu». Il va se prêter au jeu et il va faire en utilisant ces mêmes techniques ethnographiques et psychologiques, il va faire plein d'observations qui vont aboutir à des bonnes pratiques et finalement ça va devenir son métier, d'étudier des points de vente et de produire des recommandations, valables dans tous les lieux commerciaux pour rendre voilà, les magasins plus faciles à explorer. J'aime bien la façon qu'il a de résumer, son travail et ce qu'il essaye de faire. Dans cet ouvrage qui s'appelle «Comprendre nos comportements d'achat», il nous dit que les bons magasins pratiquent quelque chose qui ressemble à du judo. Ils utilisent l'élan du client, ses désirs et ses inclinations, la plupart du temps inexprimés, pour lui faire suivre une direction imprévue, souvent sans même qu'il s'en rende compte. Donc, pour résumer, ce qu'essayent de faire les experts du merchandising, c'est d'amener les clients dans une certaine direction, c'est-à-dire de leur faire découvrir certains produits. Mais néanmoins, le point de départ, c'est les gens, ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent, comment ils raisonnent, comment ils se comportent, comment ils font leurs choix. Donc, ce que Underhill appelle ici leurs élans, leurs désirs, leurs inclinations, etc. Donc, la base du merchandising, c'est vraiment la connaissance des clients, des consommateurs, et une connaissance psychologique. C'est pour ça, en fait, que les bonnes pratiques de merchandising, que la plupart des techniques de merchandising sont transposables en bibliothèque. Parce que certes, une bibliothèque et une librairie, par exemple, sont des lieux différents, mais les gens, eux, restent les mêmes. Qu'ils soient en librairie ou en bibliothèque, ils vont conserver les mêmes codes culturels, pardon, la même façon de se déplacer, la même façon de faire des choix, d'où le fait qu'on puisse transposer un certain nombre de ces techniques dans notre univers, à nous. Alors ces techniques, en quoi consistent-elles? Je vais me contenter de balayer 3 grands exemples qui sont particulièrement pertinents, en bibliothèque. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à jeter un œil sur le bouquin où évidemment il y a beaucoup plus, de techniques et d'idées qui sont, documentées. Je commence avec la première stratégie, possible, puisque l'un des problèmes principaux auxquels vos usagers peuvent être confrontés, c'est, le fait d'être perdus face à une trop grande quantité de documents, et c'est la même chose, hein, dans le monde du commerce. Les clients aussi peuvent être perdus face à une trop grande variété, de produits. Eh bien, la stratégie de merchandising la plus répandue et la plus simple, elle consiste tout simplement à rétrécir l'offre qu'on propose au public pour simplifier ses choix. Quand je parle de rétrécir, il ne s'agit pas de désherber, mais plutôt de travailler sur le mode de présentation des documents. Par exemple, en les installant sur des présentoirs, comme vous le voyez sur l'image de droite, où on est dans une bibliothèque néerlandaise. Donc, le présentoir, la table de présentation, c'est vraiment le dispositif de merchandising le plus classique. Ces dispositifs, et leur efficacité en particulier, elle est étudiée depuis longtemps par, les anglophones, en particulier les Américains et je pense plus précisément à une bibliothécaire qui s'appelle Sharon Baker, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là dans les années 80 et 90, de façon extrêmement, scientifique. À l'époque, dans les années 80, elle avait mesuré qu'un document installé sur un présentoir était 4 à 8 fois
plus emprunté que le même document lorsqu'il reste en rayon. Donc un effet déjà assez important. Dans une étude plus récente, la seule à ma connaissance, réalisée, en France par, Marianne Lumeau et Clémence Thierry qui ont observé, qui ont essayé de faire la même étude dans les bibliothèques de la ville de Paris. Eh bien ces 2 sociologues ont constaté que les documents installés sur des tables de présentation sont à Paris 17 fois plus empruntés que les mêmes documents lorsqu'ils restent en rayon. Donc le premier point qu'on peut souligner, c'est que ce dispositif, le présentoir, la table de présentation, il est vraiment très puissant pour augmenter l'usage, l'emprunt des documents. Alors à partir des chiffres que je vous ai fournis, on peut se poser une question: pourquoi c'est 4 fois plus, parfois 8 fois plus? Pourquoi à Paris c'est 17 fois plus? Eh bien, les travaux de Sharon Baker, sont intéressants parce qu'ils permettent de répondre à cette question. Dans les années 80, elle a identifié une variable qui va jouer sur, l'efficacité des tables, c'est la taille de la bibliothèque et plus précisément la taille du fond. En gros, plus la bibliothèque est grande et plus les usagers vont avoir tendance à se tourner vers les tables de présentation. Dans une toute petite bibliothèque, les usagers vont, là aussi, hein, piocher dans les tables de présentation. Mais plus la bibliothèque va être grande et plus ils vont avoir tendance à le faire, jusqu'à atteindre des chiffres aussi importants que ce qu'on voit dans la ville, à la ville de Paris. Et ça confirme vraiment que l'intérêt de ce type de dispositif, c'est d'alléger la surcharge cognitive d'une certaine manière que le public peut ressentir face à une collection, abondante. Évidemment, ce sentiment, on le ressent plus fortement face à dans une grande bibliothèque que dans une plus petite. Donc le présentoir, la table de présentation, c'est un premier dispositif, très efficace, à employer. Beaucoup de bibliothécaires mettent en place des dispositifs de ce type-là. Je reste toujours dans la rubrique, rétrécir les choix pour les simplifier. Une autre stratégie qui repose un petit peu sur la même philosophie, mais qui passe par un détour différent que la table de valorisation, c'est la stratégie qui va consister à fragmenter, à introduire des sous-divisions dans un fond abondant, avec le même objectif, l'objectif de le rendre plus digeste, plus facile à explorer et à naviguer. L'exemple typique, en la matière, ça va être la littérature. Un fonds de littérature, on peut le fragmenter en sous-segments qui vont être plus faciles à explorer en introduisant, par exemple, des genres littéraires: polar, fantasy, SF, romance, roman du terroir, et cetera. Comme on le fait dans la quasi-totalité des librairies. Là, vous avez une image à droite qui représente, qui vient d'une Fnac. Encore une fois, ce type de stratégie a été étudié et documenté par Sharon Baker dans les années 80. Vous voyez, c'est étudié depuis longtemps et les chiffres sont toujours identiques, à l'heure actuelle, hein, je le précise. Donc à l'époque, Sharon Baker avait constaté que lorsqu'on prenait un fonds de littérature, et qu'on introduisait des genres littéraires à l'intérieur, eh bien le fonds était ensuite 3 à 4 fois plus emprunté. Donc encore une fois, un impact, important sur l'usage, des collections. Alors cette introduction de genre littéraire dans un fonds de littérature, les bibliothécaires le font parfois simplement en apposant des gommettes ou des étiquettes sur le dos des livres. Ça, c'est un choix qui est beaucoup moins efficace, qui a été étudié également par Baker. Vous le voyez, quand on utilise simplement des gommettes pour repérer des genres, on a simplement 60 d'augmentation du fond, contre 300 à 400 lorsque les genres sont bien séparés physiquement. Comment expliquer ça? Eh bien, en fait, ce qui intéresse vos usagers dans les genres littéraires, c'est 2 choses. C'est d'abord un point de repère pour certains lecteurs qui sont amateurs. Donc dans ce cas-là, les gommettes vont être, utiles. Mais ce qui est intéressant aussi, encore une fois, ça va être de rendre un fond abondant, plus digeste, plus facile à explorer, à naviguer, en le cassant, en le divisant en segments de taille plus modeste. Et ce résultat, bah, vous ne l'obtenez qu'en séparant très nettement les genres littéraires les uns des autres. Donc voilà 2 exemples de dispositifs que je souhaitais, vous présenter et qui illustrent cette première stratégie, rétrécir les choix pour les simplifier. Je voudrais passer maintenant, à ma deuxième stratégie de merchandising qui est elle aussi tout à fait classique, presque, basique, et que j'ai intitulée: «Rendre visible, rendre accessible». Entre parenthèses, les collections, évidemment. Hem, En fait, c'est assez évident, hein, puisque quand on fait du merchandising, on souhaite qu'au final, nos usagers,
emprunte ou découvre des documents, bah, ça veut dire qu'au préalable, il faut qu'ils puissent s'en saisir, donc que ce soit accessible, physiquement et puis, avant de pouvoir les saisir, il faut que vos usagers puissent voir que les collections, existent, d'où le fait de les rendre visibles. Alors concrètement, que peut-on faire pour rendre davantage visibles et davantage accessibles des collections en bibliothèque? Le dispositif le plus simple, c'est de présenter les documents de face plutôt que de dos, comme on le fait, traditionnellement avec le titre du livre qui pointe vers l'usager. On utilise parfois un terme anglais pour désigner cette pratique, on dit qu'on fait du facing. Encore une fois, je cite toujours, nos collègues américains qui ont étudié tout ça il y a bien longtemps et qui s'intéressent à ces sujets depuis bien plus longtemps que nous. Sarah Long, c'est la 1re bibliothécaire à avoir documenté, l'impact du facing sur l'usage des collections. En 87, elle avait observé qu'un document rangé de face est 40 plus emprunté que le même document, au même emplacement, mais rangé de façon classique, avec le dos du livre pointé vers l'usager. Les chiffres actuels, plus récents, voilà, il y a encore des articles et des études sur ce sujet-là, tournent toujours autour de ce chiffre-là. Aussi bien en bibliothèque municipale qu'en bibliothèque universitaire, on est autour de 40-45 de «boost» entre guillemets sur l'emprunt de ces documents. Comment expliquer ce phénomène? Bah, c'est simple, en mettant un document, de face, vous braquez les projecteurs, sur lui, vous le rendez plus visible et presque mécaniquement, un document qui est plus visible va avoir tendance à être davantage, emprunté. Alors le facing, encore une fois, c'est quelque chose que beaucoup de bibliothécaires français, font. Pas tous, mais beaucoup le font. Je voudrais vous présenter une stratégie, qui appartient toujours à cette rubrique, rendre visible, rendre accessible, mais qui est plus atypique, en France. C'est la stratégie qui consiste à implanter les collections en alcôve thématique. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par là, mais vous pouvez, déjà le percevoir à travers, l'image de gauche. Donc là, on est dans une bibliothèque néerlandaise à Queverden, une petite bibliothèque qui fait, 800 carrés, il me semble. Qu'est-ce que j'entends par alcôve thématique? Eh bien, c'est une implantation des collections et des rayonnages en alcôve qui vont en général former des U. Là, vous en devinez, 2. Hem Et au centre de l'espace, on va retrouver soit des tables de présentation, soit des assises. Et alors, ce ne sont pas simplement des zones en U, ce serait trop simple, ce sont de véritables zones thématiques. Chaque alcôve, chaque U formé par les rayonnages va correspondre très précisément à une thématique pour les documentaires, à un genre pour la littérature. Et vous voyez que c'est signalé là par une signalétique suspendue. Ce type d'implantation, il est très rare dans les bibliothèques françaises. Aux Pays-Bas, c'est quasiment la norme. Je pense que 60 à 70 des bibliothèques publiques sont aménagées, de cette façon-là et bah, vous l'avez sans doute constaté ou vous le constaterez, maintenant que je vous le signale. Ce mode d'implantation, c'est typiquement celui qu'on va retrouver dans les grandes surfaces culturelles ou dans les grandes librairies. Là, je vous ai mis une image, qui a été prise dans un Cultura à Bègles, près de Bordeaux et vous pouvez retrouver, à une échelle un petit peu plus importante, hein, ce même principe d'alcôve avec des rayonnages hauts repoussés à la périphérie d'une zone qui forment de grands U. Je ne sais pas si c'est suffisamment grand pour vous, mais on peut voir, sur la slide qu'on a une alcôve cuisine et art de vivre, suivie derrière par une alcôve sciences humaines et comme vous pouvez le voir, au centre de ces alcôves, on a du mobilier qui est plus bas, principalement des tables de présentation. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce dispositif? D'abord, ça rend davantage visibles vos collections et vos espaces. Pour illustrer ça, je vous ai mis ici un exemple qui vient d'un établissement pour lequel je travaille, à l'heure actuelle, à la médiathèque du Grand Narbonne, que j'accompagne pour un réaménagement, assez, important. C'est une médiathèque qui fait 4 000 m². Et le nouvel aménagement sera livré, en janvier prochain. Donc dans cette médiathèque, à gauche, vous avez une 3D qui représente, l'existant. À l'heure actuelle, on a des zones, où les rayonnages sont disposés, implantés en épis. C'est le terme qu'on utilise pour désigner ce type de configuration linéaire où on a des rayonnages, des travées de rayonnage qui se succèdent, qui sont alignées les unes derrière les autres. Vous en voyez 1, 2, 3. Ensuite, il y a une espèce de bloc blanc avec de la maçonnerie, à l'intérieur, on a des opaques et des photocopieurs et
encore tout au fond, on a une dernière travée de rayonnage. Dans cette configuration, l'espace est opaque. Il est occulté par les rayonnages et ça veut dire que pour aller tout au fond de la zone, il faut vraiment avoir une raison d'y aller et rien ne nous incite à nous balader ou à aller explorer naturellement cet espace. À l'inverse, dans la reconfiguration, dans le réaménagement sur lequel, on part, vous voyez qu'on a repoussé les collections à la périphérie de la zone. On a cassé ce qu'on pouvait du côté de ce bloc, maçonné et on va installer au centre des alcôves, des assises et des tables de présentation. Donc vous voyez tout de suite une apparence qui fait plus «librairie» entre guillemets. Quel est l'intérêt de ce type d'implantation, en alcôve? Eh bien pour, au-delà de la visibilité, pour l'illustrer, je vous ai mis ici un schéma qui représente une sorte de coupe, d'alcôve vue en coupe. En général, dans ce type de zone, on va pouvoir distinguer 3 sous-zones successives. À l'entrée de l'alcôve, on va trouver du mobilier souvent bas, léger, mobile, avec très peu de documents. L'idée, c'est vraiment d'être dans le passage, d'une certaine manière, sur la circulation, sur les circulations principales, afin d'interpeller tout simplement les curieux, les passants. Une fois que ça c'est fait, les usagers ou les clients en librairie vont pénétrer dans la zone thématique et là, ils vont avoir, vont être face à un meuble un petit peu plus imposant, plus volumineux, avec plus de documents, mais présentés généralement de face uniquement. Si vous imaginez une Fnac, par exemple, vous allez en général retrouver sur ces meubles-là des nouveautés. Donc là, on va s'adresser à un deuxième public, d'usagers. On va plutôt s'intéresser aux gens qui sont intéressés par la thématique, mais qui souhaitent butiner, explorer, fureter et avoir un grand meuble comme ça avec uniquement du facing. Ça va être intéressant pour eux qui ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Et puis enfin, au fond de l'alcôve, dernière sous-zone, on va retrouver nos rayonnages en périphérie, qui vont souvent être plus hauts, plus denses, avec un mode de rangement plus, rationnel. Et là, on va avoir une configuration qui va être pertinente pour les gens qui cherchent un titre, un auteur bien précis, qui cherchent un ouvrage de fond, ils vont pouvoir le chercher, à sa place sur les rayonnages. Donc, au-delà de la visibilité qu'on crée dans cette zone, le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'on crée un espace dynamique, en fait, où on invite les usagers à passer du statut de simple curieux, de simple passant, à celui de butineur, d'explorateur, puis au statut, au final, d'emprunteur. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc, une configuration qui est très intéressante à explorer et qui est malheureusement rarissime dans les bibliothèques françaises. Donc, moi, dans les projets sur lesquels je travaille, je m'efforce d'implanter les collections de cette façon-là. Il y a une bibliothèque qui est organisée de cette façon-là depuis longtemps, depuis 10 ou 12 ans. En tout cas, dans une configuration qui est assez proche, c'est la bibliothèque Louise Michel à Paris, où là aussi, on a des collections repoussées à la périphérie, dans des alcôves, avec un grand espace inspirant au centre de la bibliothèque. Alors, ce n'est pas 100% le concept que je vous ai présenté chez Louise Michel, puisque les alcôves ne sont pas thématiques, mais en termes de mobilier, d'architecture, on retrouve quand même une idée assez proche. Alors, je termine avec cette idée d'alcôve thématique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de créer un espace inspirant. Pour reprendre ce terme. Au contraire, l'implantation traditionnelle, en épi linéaire, bah, alors c'est pas un dispositif qui est inintéressant, hein, le 1er intérêt de ce type d'implantation, c'est qu'on va pouvoir mettre un maximum de documents sur une surface donnée. Donc si vous êtes dans une stratégie de stockage, en effet, ce type de configuration est pertinent. C'est un type de configuration qui peut aussi présenter d'autres intérêts. Si vous êtes dans un grand plateau ouvert, par exemple, et que vous voulez, sanctuariser des zones davantage consacrées au travail, silencieux, eh bien, des successions de rayonnages en épi comme ça peuvent fonctionner comme des espèces de tampons visuels, acoustiques, symboliques, qui vont isoler une zone et voilà, faire comprendre qu'on est dans une zone plus calme. Donc ce type d'implantation n'est pas interdit et en matière d'espace, rien n'est jamais interdit d'ailleurs, en bibliothèque comme ailleurs. Mais néanmoins, ce dont il faut être conscient, c'est que c'est pas un mode de présentation qui est inspirant. C'est un mode de stockage des collections qui est surtout utilitaire. Si vous cherchez un document précis, vous allez en rayon, vous le prenez et vous repartez. À l'inverse, l'alcôve thématique,
Elle, c'est une configuration qui incite à explorer, à se balader, à se promener, à perdre son temps au milieu des rayonnages, d'une certaine façon. D'où le fait que dans le monde du commerce, c'est principalement ce type de configuration qu'on met en place. J'en arrive à mon troisième type de stratégie, aménager, créer des espaces plus stimulants et stimulants sur le plan, sensoriel. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout simplement le fait qu'introduire des couleurs, des matières, des textures, des motifs, travailler sur les ambiances, à travers les accessoires, la scénographie, la décoration, les lumières, tout ça sont des éléments, sont des outils de médiation, en fait, en tant que tels, qu'on utilise trop peu en bibliothèque, alors qu'ils permettent véritablement de rendre l'espace plus lisible. Ça permet aussi de capter l'attention, d'inciter à séjourner, à explorer l'espace, et cetera. Et vous le voyez bien dans la plupart des lieux commerciaux que vous connaissez, les commerçants, font un travail de décoration, d'aménagement, d'ambiance, d'atmosphère, qui est souvent plus poussé que ce qu'on fait nous en bibliothèque, où souvent on en reste à une approche des espaces qui est surtout utilitaire, utilitariste et fonctionnelle. Alors ça, c'est le cas en France, c'est moins le cas, à l'étranger. Sur l'image de droite, vous avez, une photo qui vient d'une bibliothèque, néerlandaise, qui a été aménagée par un architecte d'intérieur qui s'appelle Ad Vos, donc il est néerlandais. Ad, c'est son prénom et Vos, c'est son nom de famille. Il est le patron d'une agence de design qui s'appelle Includi et je vais vous présenter, dans les images qui viennent quelques exemples de son travail. Donc ce sera majoritairement des réalisations de l'agence Includi. Je vais aussi vous montrer des réalisations, d'ODV et de Mecanou, donc des agences, d'architecture ou d'aménagement intérieur néerlandaises à chaque fois et qui, aménagent beaucoup de bibliothèques avec un parti pris, une philosophie qui est imprégnée de merchandising. Advos, en particulier, c'est quelqu'un qui explique beaucoup sa démarche et son travail et il cite énormément Paco Underhill, que j'ai moi-même mentionné, au début de mon intervention. Donc tout ça, c'est vraiment fait de façon consciente, hein, on n'est pas sur de la décoration simplement, esthétique ou jolie, mais il y a vraiment une stratégie, une réflexion derrière. Et les images que je vais vous montrer, elles me permettent d'illustrer, un autre point intéressant, le fait que ce qu'on appelle merchandising, ça ne se limite pas simplement au présentoir, au facing, à ce genre de choses. C'est vraiment une approche globale des espaces afin de les rendre plus inspirants. Alors, comme, je vous l'ai dit, voyons quelques images, quelques réalisations, donc pour commencer d'Includi. Là, on est à Oslo. Que fait bien souvent, Advos dans les bibliothèques qu'il aménage? Eh bien, il va installer du mobilier d'inspiration domestique. Des canapés, des fauteuils, des chauffeuses. Il va aussi introduire des éléments tels que, vous voyez notre petite lampe, un petit peu désuète, des tapis, des accessoires, tout ça pour évoquer un univers comme à la maison. Et ça, c'est un premier élément qui va inciter vos usagers à se sentir comme chez eux, à s'installer, à séjourner. Parfois, les bibliothécaires français sont un petit peu connaissent ce type de stratégie évidemment, hein, qui est assez emblématique de ce qu'on appelle la bibliothèque, tiers-lieu. Mais ils sont parfois réticents ou préoccupés parce qu'ils ont l'impression que, ce type de mobilier n'est pas conforme aux normes réglementaires, dans des établissements recevant du public. En fait, c'est pas le cas, du tout, je vous rassure. Il y a vraiment aucun obstacle réglementaire qui vous empêche de mettre ce type de mobilier dans vos bibliothèques. Vous pouvez tout à fait mettre même du mobilier IKEA, par exemple, donc qui vient vraiment d'enseignes, grand public. Alors évidemment, ça va poser une question d'usure. Ce type de mobilier va s'user plus rapidement que du mobilier destiné à un usage, collectif, donc il faut y penser, en amont. Mais vous avez le droit de le faire d'un point de vue réglementaire. Tout ce qu'on appelle le petit mobilier, c'est-à-dire les tas de bleu baf, les tapis, les canapés, les chauffeuses, toutes ces choses-là, ça n'est soumis à aucune norme et si vous en doutez, je vous renvoie vers les articles AM15 et AM16, du règlement, de sécurité, notamment anti-incendie qui s'applique, aux bibliothèques publiques. Advos, il va même, souvent plus loin dans les bibliothèques qu'il aménage. Au-delà de cette décoration comme à la maison, il va faire un vrai travail de scénographie, on est presque dans un parc d'attractions, hein, là, on est à Bilbotoyen, à Oslo, une bibliothèque,
jeunesse exclusivement, où vous voyez qu'il y a plein de mobilier basé sur, voilà, c'est des véhicules qui ont été transformés, réadaptés. Vous pouvez voir aussi derrière des éléments gradinés avec des coussins, des alcôves dans lesquelles on peut se blottir. Vous pouvez voir aussi ou deviner un travail sur les couleurs, les textures, les lumières. De façon peut-être un petit peu plus modeste, on peut aussi installer dans une bibliothèque des objets tels que, ça fait sourire quelqu'un dans les smileys, cette grande fusée de Tintin. Là, on est encore une fois dans une bibliothèque néerlandaise. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ces éléments-là? Bah, d'abord, ça permet d'affirmer l'identité d'un lieu, mais ça remplit aussi une fonction en termes de design. Des objets emblématiques, sculpturaux comme cela, c'est des points de repère, des balises pour pour vos usagers. Ça va les aider à comprendre l'espace de façon plus intuitive. Donc là, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous comprenez naturellement qu'on est en BD, par exemple. Donc tous ces éléments-là, ils permettent aussi de rendre votre bibliothèque plus lisible de façon intuitive, sans avoir à placarder des panneaux ou du texte dans tous vos espaces. De la même façon, introduire des couleurs, ça permet de créer des environnements qui sont plus flatteurs pour l'œil d'une certaine manière, mais ça remplit la même fonction. Des couleurs, ça permet, lorsqu'elles sont associées à des zones ou à des thématiques, ça permet de rendre l'espace plus lisible intuitivement. Là, j'ai utilisé 2 ou 3 fois de suite cette métaphore d'espace lisible. En fait, une chose dont il faut être conscient, c'est qu'un espace physique, comme une bibliothèque, ça ne se lit pas, entre guillemets, comme un livre. Il ne suffit pas d'écrire du texte sur des panneaux pour que vos usagers comprennent comment votre bibliothèque est zonée, aménagée, comment les collections sont rangées, construites. Ce n'est pas suffisant. Il va falloir introduire des éléments sensoriels, sensibles, comme des couleurs ou des objets. Pourquoi? Parce qu'un lieu physique, c'est avant tout quelque chose qui se vit, qui se ressent, qui se perçoit. Voilà, c'est quelque chose qui est en 3 dimensions et qu'on perçoit avec tous nos sens et pas simplement avec notre intellect, comme lorsqu'on lit un livre. Donc introduire des couleurs, c'est une autre stratégie qui peut être intéressante. Là, vous voyez, on a un petit peu changé de style. On n'est plus dans des bibliothèques aménagées par Advox et son agence Includi. On est dans une réalisation donc à la bibliothèque de Windham, d'une autre agence qui s'appelle ODV, qui est très intéressante aussi. Puisqu'on parle de couleurs, je reste principalement sur des exemples néerlandais. Les Néerlandais font quelque chose qui est très atypique en termes de couleurs. En France, on le voit très rarement, encore une fois. Ils utilisent du noir sur les murs et en particulier dans les zones de collection. Encore une fois, ce n'est pas simplement une question de goût, de préférence ou d'esthétique, c'est théorisé. Ça correspond à la stratégie que les Néerlandais appellent, en utilisant de l'anglais, black box, donc la boîte noire. Et c'est une stratégie, là encore, qui est inspirée du monde du commerce. Si vous imaginez une Fnac, par exemple, c'est un petit peu la même chose. On présente les livres dans des environnements avec des fonds noirs. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement de faire ressortir les documents pour les valoriser, les rendre plus attractifs, plus visibles, comme vous le voyez sur cette image-là. Donc, toutes les couleurs, même le noir, peuvent être intéressantes à utiliser pour dynamiser vos espaces. Lorsqu'on fait du merchandising, on a un ennemi dans les espaces physiques, c'est la monotonie. Étant donné qu'on cherche à capter l'attention, à éveiller la curiosité, voire même le désir, tout ce qui est monotone, eh bien, ça va être, c'est quelque chose qu'on va devoir éviter. Or, les bibliothèques, par essence, sont des endroits qui sont souvent monotones. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce que ce sont des lieux d'habitude où on vient et où on revient. Les usagers emprunteurs reviennent forcément pour rendre les livres. Heu, enfin voilà, c'est un lieu d'habitude et qui dit habitude dit routine. Donc vos usagers, s'ils sont habitués, vont avoir des routines, des habitudes qu'on va avoir intérêt à casser gentiment lorsqu'on fait du merchandising. D'où l'intérêt d'avoir du mobilier, en particulier du mobilier de valorisation, de présentation, qui est sur roulette, qui est déplaçable, qui est modulable, pour que vos usagers intuitivement se disent: «Tiens, il y a quelque chose qui a bougé par ici, je vais jeter un œil». Et puis la deuxième raison pour laquelle les espaces d'une bibliothèque peuvent être jugés monotones, eh bien, c'est tout simplement lié au fait que dans une bibliothèque, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve principalement des rayonnages, bien souvent qui succèdent les uns derrière les autres, et au sein de ces rayonnages, des livres qui sont tous un petit peu pareils. D'où une monotonie visuelle et sensible
On peut s'efforcer de casser, encore une fois. Donc là, je vous ai mis, on revient vers une réalisation d'Atvos, cette fois-ci en Allemagne. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il le peut, il va installer dans les bibliothèques pour lesquelles il travaille des rayonnages aux formes variées, de largeurs différentes, avec une variété visuelle. Du côté des Néerlandais, si je reviens en arrière, on a aussi une variété dans le mode de présentation. On alterne stockage de dos sur les 3 tablettes du bas et présentation de face sur les tablettes supérieures. Donc voilà, introduire de la variété visuelle comme ça à travers les rayonnages ou au sein même des rayonnages, encore une fois, c'est une autre stratégie très simple de merchandising. Je termine dans cette thématique des espaces davantage stimulants avec une dernière stratégie qui, encore une fois, est très peu usitée en France, mais très répandue à la fois chez les Néerlandais, chez les Scandinaves et aussi chez les anglophones. Dans tous ces pays-là, on utilise le même terme pour désigner ce type d'espace. Les anglophones parlent de marketplace, les néerlandais de markt, donc des marchés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marché en bibliothèque? Qu'est-ce que c'est qu'un marketplace? Eh bien là, vous avez un exemple à Tilburg, aux Pays-Bas. Ça va être une zone assez importante au sein d'une bibliothèque. Typiquement, elle va représenter 5 à 10% des espaces, donc c'est une zone qui n'est vraiment pas négligeable. Et c'est une zone où on va concentrer uniquement des tables de présentation ou en tout cas des présentoirs. L'idée, c'est quoi? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, hein, on a vu le fait que les tables de présentation, c'était un dispositif très efficace pour booster l'usage des collections. Bah, l'idée du marketplace, c'est tout simplement de démultiplier cette efficacité en juxtaposant un maximum de présentoirs ou de tables les unes à côté des autres. Ce type d'espace fonctionne toujours très très bien, très très fort en bibliothèque. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça va constituer le paradis des butineurs. Les usagers, vous vous en rappelez, qui constituent la grande majorité des usagers en bibliothèque publique, 70%, les usagers qui ne cherchent pas quelque chose de précis, mais qui sont à la recherche de propositions, de découvertes, eh bien ce type de zone, ces marketplaces, ça va vraiment être un paradis pour ces butineurs, ces furteurs, ces curieux, ces explorateurs. Je vous donne des chiffres et une autre image. Donc là, vous avez un autre marketplace. Le mobilier est un petit peu différent, mais c'est le même concept. On est cette fois-ci en Australie, à Ipswich, et à Ipswich Central, donc la centrale du réseau. Les documents sont empruntés en moyenne 4 à 5 fois par an. Et dans le marketplace, et vous voyez qu'il est identifié de cette façon-là, avec ce panneau suspendu, les documents sont empruntés 14 fois par an. Donc, beaucoup plus. Voilà, c'est le dernier type de stratégie spatiale que je voulais vous montrer, qui permet de rendre vos espaces plus stimulants. La stratégie du marketplace avec ces grandes zones entièrement dédiées à la présentation thématique de documents. Si vous avez des questions pratiques sur la façon de mettre ça en place, on pourra en parler ensuite dans le temps de discussion. Avant de conclure, oui, petit retour en France. Là, je vous ai montré des exemples de bibliothèques principalement néerlandaises et allemandes. J'aurais pu vous proposer un choix de bibliothèque scandinave ou américaine, mais faisons un retour en France. En France, on va trouver une esthétique qui est souvent différente de celle que je vous ai présentée. Pour l'illustrer, j'ai pris un exemple d'une bibliothèque très récente. C'est la médiathèque Charles Nègre de Grasse, qui est ouverte à la fin de l'année 2022. Et c'est une médiathèque qui a reçu un grand prix architectural, le prix de l'Équerre d'argent, qui est une des récompenses architecturales les plus renommées en France. Et vous le voyez, on est sur un autre type d'esthétique. Des couleurs sobres, blanches, grises, peu de matière, peu de texture, un aménagement, un choix d'implantation qui mise sur tout ce qui est orthogonal, linéaire, géométrique. Des usages qui sont très segmentés, avec d'un côté des assises, de l'autre côté des rayonnages. Tout ça, c'est un ensemble de stratégies qu'on retrouve dans toutes sortes de bibliothèques à travers le monde, mais qui sont particulièrement marquées en France. Donc, c'est ni bien ni mal, hein, c'est pas là où je veux en venir, mais mon objectif, c'est simplement, voilà, à travers les quelques images que je vous ai montrées, d'élargir un petit peu l'horizon et de vous montrer que d'autres stratégies de construction de l'espace sont possibles. Et ces stratégies-là, elles nous permettent de rendre les espaces plus inspirants. Et c'est pas simplement la décoration,
de l'esthétique, au final, ça a un vrai impact sur l'utilisabilité, la lisibilité et sur tout simplement les emprunts que vos usagers vont réaliser dans vos bibliothèques. Allez, j'en arrive à mon temps de conclusion qui sera assez rapide. Je voudrais revenir sur ce terme merchandising qui peut faire tiquer et qui peut être générateur de malentendus. Pour illustrer ça, je vous ai pris, j'ai reproduit ici une citation de Jacques Sautron, qui est conservateur de bibliothèque, qui travaille dans une DRAC, il me semble, et il a écrit un recensement de mon ouvrage, Le merchandising en bibliothèque, recensement qui a été publié en avril 2022 dans le BBF. Et j'ai eu l'impression, en le lisant, qu'il y avait parfois des malentendus sur la démarche que je présente, notamment dans sa conclusion, qui est reproduite en partie ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il s'interroge, après avoir donc évoqué le contenu de l'ouvrage, il se demande jusqu'où les bibliothèques peuvent-elles s'ancrer dans cette vision du monde. Que devient l'approche universaliste de la bibliothèque? Les bibliothèques doivent-elles devenir uniquement des lieux de la culture entertainment ou de la culture consommable? Euh, En fait, ces questions, elles me semblent un peu hors sujet parce que vous le voyez ou vous le devinez à travers ce que je vous ai présenté. L'idée du merchandising, c'est pas de transformer la bibliothèque en un lieu commercial. C'est pas non plus de proposer uniquement des livres, je sais pas ce que c'est d'ailleurs la culture entertainment, mais en tout cas, c'est pas ça le sujet. Les stratégies que je vous ai présentées, c'est surtout des stratégies de médiation, mais à travers le mobilier, plutôt qu'à travers des échanges verbaux ou écrits. L'idée, c'est pas, moi je ne fétichise pas particulièrement le monde du commerce, hein. Ma stratégie, elle consiste tout simplement à aller piocher des techniques intéressantes, des approches, des bonnes pratiques, des idées là où elles sont disponibles. Ça peut être dans le monde du commerce, ça peut être ailleurs aussi. Alors ce malentendu, il est néanmoins justifié ou explicable en tout cas, parce que ce terme merchandising est générateur de malentendus. Je voudrais les détailler ici. D'abord, c'est un mot anglais qui peut rebuter aussi. Et je souhaite préciser qu'il y a un équivalent français qui existe. On peut parler de marchandisage. Nos collègues québécois, je ne sais pas s'il y en a parmi les participants, utilisent ce terme de préférence. Alors, il est très peu usité. Si vous cherchez des manuels, des livres, des ouvrages consacrés à cette approche-là, les livres seront intitulés technique de merchandising et pas technique de marchandisage. Et puis finalement, le mot est en français tout aussi moche qu'en anglais, donc on ne gagne pas forcément au change. Deuxième critique ou deuxième réticence qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ce terme merchandising, c'est un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire des bibliothécaires. Alors, la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il ne fait pas encore partie du vocabulaire des bibliothécaires français, en tout cas, parce que les étrangers, donc encore une fois européens ou nord-américains, utilisent ce terme. Et il commence à prendre un petit peu, puisque vous avez peut-être appris que le ministère de la Culture a publié récemment un nouveau référentiel de compétences en bibliothèque publique territoriale. C'est un document qui a été publié à la fin de l'année passée. Et ce document est intéressant parce qu'il met à jour les compétences et l'expertise attendue des bibliothécaires aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'un type de document de ce type n'avait pas été produit. Et dans ce référentiel, il y a une rubrique espace. Et dans la rubrique espace, on retrouve la compétence merchandising. Donc, finalement, ce terme commence à rentrer peu à peu dans notre vocabulaire, même à travers des publications aussi officielles que ce référentiel du ministère. Alors, toujours pour rester sur cette question de vocabulaire, on pourrait peut-être se dire que le terme merchandising est un petit peu barbare, pas habituel en bibliothèque, et qu'en plus, on a déjà un mot ou une expression qui semble recouvrir la même idée, c'est le terme valorisation des collections, que j'ai sans doute moi-même utilisé au cours de la présentation. Alors, certes, ce mot valorisation des collections correspond en partie à ce qu'on appelle le merchandising. Mais le merchandising, ça va au-delà de simplement valoriser les collections. Et c'est ça qui est intéressant dans ce terme. Il nous invite à adopter un point de vue global sur nos espaces pour les rendre inspirants, sans se limiter aux tables de présentation ou au facing.
font bien partie, hein, du corpus de technique, j'en ai parlé, mais au-delà de ça, quand on fait du merchandising, on travaille aussi sur les rayonnages, sur leur implantation, sur le choix du mobilier, sur la signalétique, sur la décoration, et cetera, et cetera, et cetera. Donc ce qui est intéressant dans ce terme et la plus-value qu'il apporte par rapport au terme valorisation des collections, c'est une approche plus globale vis-à-vis des espaces. Alors néanmoins, il y a un problème qui subsiste toujours, c'est que fatalement, ce terme merchandising, il a une connotation commerciale, hein, il est basé sur le mot marchandise. Or, nous, bibliothécaires, nous travaillons dans des lieux non marchands. Et c'est la raison pour laquelle, au final, si ce terme ne vous plaît pas, vous gêne, fait tiquer vous-même ou vos collègues, il n'y a aucune obligation à l'utiliser sur le terrain. L'essentiel, finalement, c'est d'appliquer les techniques qui peuvent vous être utiles, la terminologie, le vocabulaire, peu importe. Moi, c'est un terme que je m'efforce d'utiliser dans des présentations comme celle que je vous ai proposée. Pourquoi? Parce que la plupart des bonnes pratiques que je présente, je ne les ai pas inventées moi-même, je les ai découvertes ou j'ai été les chercher dans des ouvrages de référence, chez des experts du merchandising. Donc, je n'ai pas de raison, même par honnêteté intellectuelle, je ne peux pas escamoter ce terme. Mais si vous, vous pensez que vous devez le jeter à l'eau, pas de problème, ça marche. Tous ces malentendus vis-à-vis du terme merchandising, ce sera ma conclusion. La raison pour laquelle ils peuvent être gênants, et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez vous débarrasser du mot, il n'y a pas de souci, c'est que la vraie finalité de ces techniques-là, c'est pas de transformer la bibliothèque en librairie. Non, c'est même pas d'augmenter le taux de rotation de vos collections, même si c'est intéressant, hein, comme résultat et comme impact, on ne va pas se le cacher. Non, la vraie finalité du merchandising en bibliothèque, c'est de créer des espaces qui vont être plus lisibles, plus faciles à explorer, qui vont davantage faciliter les découvertes pour tous les publics et pas simplement pour ceux qui maîtrisent déjà l'univers du livre ou de la bibliothèque. C'est pour ça que pour terminer, je vais citer Françoise Sarnowski, que vous connaissez peut-être. C'est une bibliothécaire, pardon, formatrice et consultante, qui a beaucoup milité pour développer en France le concept d'espace facile à lire. Je n'explique pas en quoi ça consiste, mais en tout cas, elle nous dit que, de son point de vue, les bibliothèques utilisent peu de techniques de marketing. Donc, le merchandising, c'est bien une branche du marketing. Et elle ajoute: pourtant, il est indispensable aujourd'hui de revoir nos pratiques de présentation des collections qui ne s'adressent qu'à une minorité d'usagers. C'est vrai que trouver un livre dans une bibliothèque en utilisant la cote, par exemple, ou bien trouver une idée de livre quand on n'est pas familier, l'univers du livre, quand on n'a pas en tête des centaines de noms d'auteurs, c'est pas facile pour tout le monde. Donc c'est vraiment le point sur lequel je souhaitais insister et conclure. L'idée du merchandising, c'est ça, c'est de créer une bibliothèque plus accessible, tout simplement pour le grand public et pour tout le monde. Donc ce sera ma conclusion. Je vous remercie. J'ai pas trop surveillé le temps. J'espère que je suis encore dans les temps. Clotilde va me le dire. Je vous remercie pour votre